route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, avec Guillaume Tabar, nous recevons ce matin Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, candidate de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Vous avez des problèmes de signature ou pas, vous, pour être présente sur la ligne de départ? Je pense que je les aurai donc en temps voulu, enfin dans 3 semaines. Vous en êtes à combien aujourd'hui de promesses? Nous ne sommes pas loin du but, voilà, et je ne donne pas de chiffres parce que vous savez que justement là... le seul chiffre qui va compter, ce sera le chiffre des formulaires officiels. Donc il suffit d'attendre 3 semaines pour avoir le verdict final. Et Philippe Poutou, qui lui représente le NPA, autre parti d'extrême gauche, aura également ses 500 signatures? Je l'espère. Je l'espère parce que je pense qu'il est tout à fait souhaitable que tous les courants politiques puissent se faire entendre dans cette élection présidentielle. Vous savez, moi je combats les idées de Marine Le Pen et du Front National. Je les combats de toutes mes forces, depuis toujours. Et je continuerai. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille les interdire de façon administrative. Et d'ailleurs, je crois que si on devait les interdire... Enfin, pourquoi on interdirait la parole de Marine Le Pen et pas celle de Claude Guéant, qui est au gouvernement et qui quand même régulièrement fait les poubelles du Front National en véhiculant les idées les plus stupides également. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse combattre des idées avec une interdiction administrative. Alors à propos d'idées, là quand on regarde un sondage ce matin, BVA, Le Parisien, Nathalie Arthaud, 0%, je sais bien qu'un sondage n'est qu'un sondage, une photographie à un instant donné. Comment vous expliquez au fait que votre campagne, pour l'instant évidemment, a un peu de mal à prendre? Je crois que... Je crois d'abord que je ne suis pas très connue, qu'aujourd'hui les projecteurs sont aussi concentrés sur les grands candidats. Vous aurez remarqué que je ne suis pas la seule à 0, je crois qu'on est 5 ou 6. Je crois que M. Villepin, qui a été ministre, est à 1%, Eva Joly est à 2%, n'est-ce pas? Donc bon, écoutez, dans tous les cas... vous savez, moi, quelles que soient les intentions de vote et les sondages, y compris à la veille de l'élection, je continuerai de défendre mes idées, de dire que face à l'hémorragie aujourd'hui des licenciements, des fermetures d'entreprises, il faut interdire justement ces licenciements. Je continuerai de dénoncer les bas salaires, je continuerai de dénoncer l'exploitation. Justement, à ce propos, on aurait pu penser que la crise, aujourd'hui, pourrait favoriser les idées que vous portez, ou en tout cas favoriser l'extrême gauche. Ça a l'air de plutôt favoriser l'extrême droite. Est-ce que c'est compréhensible? D'abord, je crois que, en ce qui concerne l'extrême droite, on l'a tous vu, il y a des vases communicants entre l'UMP et le Front National. C'est-à-dire que, y compris parmi les travailleurs, ceux qui avaient été tentés par Nicolas Sarkozy en 2007 sont manifestement déçus, écœurés et vont voir du côté du Front National. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, nous... vous savez, les idées que je défends, l'interdiction des licenciements, le fait d'obtenir des augmentations de salaire et de les indexer sur les prix pour faire face à la flambée de tous les prix qu'on connaît, du gaz, de l'électricité, des loyers, des produits alimentaires, je peux vous dire que ce sont des idées qui passent. Ce sont des idées qui touchent les travailleurs avec qui nous discutons autour de nous dans les quartiers populaires. Ce sont des idées qui font leur chemin. Alors, elles ne se traduisent pas par un vote ou par une intention de vote pour l'instant. Bon, écoutez, on verra, mais je vous garantis que ce sont des idées qui cheminent et qui, à un moment ou à un autre, de toute façon, s'imposeront. Parce que sans cela, effectivement, c'est la condition de vie qui recule. Guillaume Tabar. Mais vous dites vouloir combattre le Front National, vous dénoncez ces idées, vous accusez même l'UMP d'être perméable aux idées du Front National, mais pour vous-même, est-ce que ça ne vous remet pas un peu en question, est-ce que ça ne vous fait pas vous interroger de voir que, en gros, un tiers des ouvriers et un tiers des classes populaires décident de voter Marine Le Pen plutôt que pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de votre côté à vous excusez-moi, je crois que le problème, il est plutôt du côté de ces différents gouvernements qui se sont succédés. Non, mais je parle des ouvriers. Y compris. Les ouvriers qui votent Marine Le Pen, qui a déçu la classe ouvrière, Monsieur Tabar? Qui a déçu la classe ouvrière? Vous croyez que c'est Lutte ouvrière qui a été au pouvoir? Quand est-ce que nous avons été au pouvoir? Pourquoi ne votent-ils pas pour vous? Ceux qui ont déçu la classe ouvrière, c'est évidemment ces gouvernements de gauche successifs qui ont suscité beaucoup d'espoir et beaucoup d'illusions dans les travailleurs, à commencer par le gouvernement Mitterrand, qui avait effectivement qui avait porté toute une vague d'espérance et qui avait d'ailleurs beaucoup promis.
qui avait promis de changer la vie. Et puis finalement, au pouvoir, eh bien, on a vu ce gouvernement se comporter comme n'importe quel patron, bloquer les salaires, licencier dans la sidérurgie et même glorifier la bourse. Ensuite, il y a eu le gouvernement Jospin qui, là encore, a beaucoup déçu, y compris en privatisant plus que le gouvernement, les deux gouvernements de droite précédents. Alors voilà d'où vient effectivement le désespoir dans la classe ouvrière, la démoralisation politique et aussi une certaine forme effectivement de déboussolement, je dirais. Mais ma question ne portait pas sur le bilan des gouvernements de gauche ou de droite, portait sur l'attitude d'un ouvrier qui décide de voter Front National plutôt que pour un mouvement protestataire de gauche. Un ouvrier qui est Front National, c'est un imbécile, c'est un salaud, c'est quoi? Écoutez, vous savez d'abord qu'il y a des ouvriers de droite, il y a une fraction de la classe ouvrière qui est de droite et, comme je vous le disais, qui effectivement navigue de l'un à l'autre. Bon, et il y a des ouvriers, bah oui, qui sont pas conscients que finalement leur sort il est du côté des travailleurs et qui se laissent prendre au piège de tout ce qu'on entend, y compris à une démagogie qui est facile. Qu'est-ce que vous voulez, Marine Le Pen, elle surfe aussi sur une vague de désespoir, d'écœurement généralisé, et c'est le propre des démagogues. C'est le propre. Alors nous en appelons à la conscience du travailleur et surtout à leur conscience qu'ils sont capables collectivement de changer les choses. Mais ils ne nous écoutent pas, visiblement. Alors, oui, mais vous savez, c'est ma petite voix, vous remarquerez qu'elle est... Bon, effectivement, elle est petite et elle est à contre-courant, surtout de tout ce qu'on entend quand même du matin au soir. Excusez-moi, mais le ton général, à la fois de tous les dirigeants politiques, mais aussi des médias, des journalistes, c'est de nous expliquer que face à cette crise, eh bien... Il faut bien s'y faire. Pourtant, Il faut des sacrifices, il faut se serrer la ceinture. Et on nous rabâche du matin au soir qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on ne peut plus payer les retraites, qu'on ne peut plus payer la santé, qu'on coûte trop cher, etc. Alors, oui, tous les jours, on nous prêche la résignation. Ben, écoutez, il ne faut pas vous étonner que ça finisse par prendre. Mais quand vous êtes assez sévère vis-à-vis de la gauche, on va dire de gouvernement, mais quand François... Et du gouvernement de droite aussi. Voilà, quand François Hollande dit par exemple qu'il va s'attaquer à la finance, on l'avait entendu, ce sont ses propos au meeting du Bourget, vous ne le croyez pas? Je le crois aussi peu que je n'ai cru en Sarkozy quand il a fait à peu près le même numéro. Parce que c'était à peu près le même numéro, et même on peut dire avec plus de radicalité du côté même de Sarkozy, puisque souvenez-vous, il nous avait expliqué qu'il allait même refonder le capitalisme. N'est-ce pas? Bon, mettre les marchés au pas, etc. Au bout du compte, tout cela avait accouché de petites mesures contre les bonus et les stocks options, enfin, l'encadrement des bonus et des stocks options. Enfin bon, rien qui puisse mettre fin à la spéculation. Et moi, ce que je constate, c'est qu'avec 3 ans de décalage, Hollande nous propose à peu près les mêmes recettes. Donc ça veut dire recettes qui ne peuvent pas combattre la spéculation. Ça veut dire que si vous ne figurez pas au second tour, qui est quand même une hypothèse, ça veut dire que vous n'appellerez pas à voter, par exemple, pour François Hollande si lui est au second tour? Ça veut dire que je suis au premier tour et que je vais défendre mes idées, que je vais dire au premier tour, que quel que soit justement le futur locataire de l'Élysée, ces marchés financiers continueront d'avoir le pouvoir, d'imposer leur dictature. Ces grands groupes qui licencient continueront de faire leur sale coup, d'imposer aux travailleurs des sacrifices pour que eux sauvent leurs dividendes, sauvent leurs actionnaires. Ça veut dire que cette politique patronale, elle continuera. Voilà. Alors, c'est pas pour vous dire aujourd'hui que le plus important, ça va être de choisir l'un ou de choisir l'autre au deuxième tour. C'est ce que je vais dire au premier tour. C'est que les travailleurs n'ont pas à espérer en aucune alternance. Ils doivent être conscients que leur sort est entre leurs mains à eux et dans leur capacité à résister à tous ces reculs qu'on veut leur imposer et que Nicolas Sarkozy se prépare aussi fermement à imposer. Guillaume Tabar. Alors vous nous dites, et c'est vrai que je vous entends moins que les autres candidats, c'est l'occasion ce matin, face à la crise, dans un pays qui a une dette qui est en gros de 85% de son PIB, qui a des déficits qui se creusent chaque année, concrètement, quelle est votre réponse à la crise? Et comment redressez-vous la France? Votre première mesure, si vous étiez justement locataire à l'Élysée? Eh bien, c'est l'interdiction des licenciements. L'interdiction des licenciements. Qu'on arrête cette hémorragie. Vous savez, 900 usines ont fermé sur 3 ans, c'est-à-dire une par jour. Une par jour. Et aujourd'hui, on sait que c'est 1000 chômeurs supplémentaires qui vont à Pôle emploi tous les jours. Donc, interdiction des licenciements. Et je dis qu'il y a l'argent pour cela. Parce que vous me parlez des caisses de l'État. Mais il ne faut pas tout confondre.
c'est pas parce que les caisses de l'État sont vides que les caisses du patronat le sont également. Et là, je m'inscris en faux. C'est quoi les caisses du patronat? Il y a eu justement c'est de l'argent caché de il y a eu justement des vases communicants, vous savez, entre les caisses de l'État et effectivement les grandes fortunes et les grands groupes industriels. Ils ont été aidés à coups de milliards et ils s'en sortent bien. Ils ont des belles trésoreries. Il y a eu des allègements de charges. Il n'y a pas eu d'argent donné au patron personnellement. Vous savez, moi j'appelle ça de l'argent donné. Hein. Excusez-moi, mais quand moi je vais voir mon banquier et que je lui demande un petit emprunt, alors souvent d'ailleurs je ne l'ai pas, et quand je l'ai, c'est à des conditions qui sont pas du 1%, pas du 0. L'État, quand il a aidé, donné des milliards au groupe industriel de l'automobile, quand il a prêté, comme on a dit, c'était à des taux extrêmement bas pour une durée illimitée quand ils pourront rembourser. Ben moi j'appelle ça un cadeau. Et par ailleurs, les exonérations de charges, ce sont des cadeaux. Des cadeaux tout court, alors, évidemment. Prenons cet exemple justement du soutien à l'industrie automobile. Donc si je vous comprends bien, il ne fallait pas apporter d'argent à l'industrie automobile pendant la crise. Mais il faut surtout demander à Renault, à PSA, qui ont réalisé d'ailleurs des bénéfices extraordinaires, 1 milliard PSA en 2010, Renault plus encore, eh bien d'utiliser cette marge-là, d'utiliser cet argent-là qui va dans la poche des actionnaires pour amortir la crise et pour maintenir tous les travailleurs en emploi et surtout garantir les salaires à 100%. Mais est-ce que sans ce soutien, Peugeot et Renault n'auraient pas tout simplement mis la clé sous la porte et provoquant des dizaines de milliers de licenciements? Non, écoutez, ça c'est... Non, je ne peux pas y croire, vous n'y croyez pas vous-même, c'est pas vrai. Vous savez, ce qui est complètement fou, c'est que c'est les patrons qu'il faut aider. C'est ces grands groupes qui ont de l'argent pourtant par-dessus la tête et qui font des milliards et qui payent leur PDG. Vous savez, le PDG de PSA, c'est 9 000 € par jour, tous les jours qu'il est payé. Il a versé 280 millions de dividendes à la famille Peugeot. Eh bien moi je ne vois pas en quoi ce groupe-là est acculé à la faillite, excusez-moi, en pleine crise. Non, il n'est pas acculé à la faillite du tout. Par contre, c'est en licenciant les intérimaires, c'est en poussant à la porte les anciens qu'il accule à la faillite les travailleurs. Nathalie Arthaud, pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien, c'est quoi votre différence par rapport aux propos ou à la campagne de Jean-Luc Mélenchon? La différence, c'est que Jean-Luc Mélenchon nous explique, comme le Parti socialiste d'ailleurs, qu'il faut bien voter, qu'il faut changer de gouvernement et puis qu'après ça, tout ira beaucoup mieux. Mais vous reconnaissez dans son discours? Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Je ne pense qu'il ne suffit pas justement de changer le gouvernement pour changer la vie des travailleurs. Et ça, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier qui l'a montré. Les travailleurs, quand ils ont amélioré leur sort, quand ils ont obtenu des avancées sociales, c'est qu'ils s'étaient battus, c'est qu'ils les avaient arrachés de haute lutte. C'est des grèves, c'est des manifestations. Donc moi, je présente dans cette campagne un programme pour les luttes. Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Bonne journée à tous. Bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat. À demain Guillaume. Henri Guénaud sera l'invité de Preuve par 3. Le conseiller du président de la République répondra aux questions de Michel Grossior ce soir à 18 h en direct sur Public Sénat. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 3 thèmes de cette campagne 2012 seront la crise et enfin la crise. La politique, ce n'est pas la guerre civile, a donc dit Xavier Bertrand. On va parler de ce printemps du jasmin.